L'invité de la rédaction ce matin, Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël à Rome et à Paris. Avi Pazner, bonjour et Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, chère Laurence. Avec vous, nous allons bien sûr évoquer ce matin l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la délicate position d'Israël dans ce conflit. Alors, je voulais entendre votre réaction et les informations que vous pourriez sûrement nous donner, cher Avi, concernant cette demande faite par le président ukrainien à Israël. Le président ukrainien qui a demandé à Israël de servir d'intermédiaire entre son pays et la Russie. Tous les quotidiens israéliens, Olivier Granilic, notre correspondant, vient de nous le rapporter à l'instant, rapporte cette information qui a été donnée par l'ambassadeur ukrainien en Israël à la chaîne CNN. Est-ce que vous confirmez cette demande et est-ce qu'Israël serait à même et accepterait de jouer les intermédiaires entre l'Ukraine et la Russie ? Eh bien, pour première chose, oui, je confirme cette demande. Zelensky et Bennett ont eu une conversation téléphonique vendredi dans laquelle le président ukrainien avait demandé à Bennett et Israël pouvaient servir d'intermédiaire entre eux et la Russie à Jérusalem, ce qui a évidemment une signification par soi-même comme étant la ville de la paix. Et je dois dire que ce n'est pas la première fois qu'une telle idée est lancée. Lorsque Bennett a visité Poutine à Sochi, il y a de cela 3 mois, ils ont eu une très longue conversation de 5 heures dans laquelle, évidemment, beaucoup de choses ont été discutées qui regardent les opérations israéliennes en Syrie, les relations bilatérales avec la Russie, mais aussi, Bennett avait, lui, lancé l'idée d'une médiation israélienne entre la Russie et l'Ukraine. Et Poutine avait répondu que s'il voulait parler avec l'Ukraine, il n'avait pas besoin de médiation. Et ça s'est terminé à ça, c'est-à-dire ce sujet. Donc maintenant, c'est Zelensky qui a demandé et Bennett doit décider si vraiment il veut s'engager dans cette voie après la réponse négative de Poutine il y a quelques mois. Ce n'est pas là une chose qu'il va décider lui tout seul. Ce matin, pour la première fois dans la crise, dans la guerre ukrainienne, le cabinet israélien se réunit ce matin et c'est évident que Bennett va leur poser la question, va expliquer aussi le fond et l'histoire de cette idée de médiation et on va voir qu'est-ce que le cabinet va décider. Mais l'idée est bel et bien là et démontre, même si, mettons qu'elle ne soit pas acceptée, même si elle n'est pas acceptée, démontre que les deux parties, l'Ukraine et la Russie, parlent avec Israël et font confiance à Israël, ce qui est assez étrange dans cette situation, que justement nous sommes vus comme des candidats à une médiation, mais dans les affaires internationales, des fois vous avez des situations comme ça. Je ne sais pas du tout si cette idée est acceptable pour Poutine, du tout. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a quelques mois, il ne s'y intéressait pas. Donc, le cabinet israélien va décider, mais elle est bel et bien sur la table. Et le diplomate que vous êtes, croit-il qu'une médiation serait encore possible alors que Kiev est pratiquement à feu et à sang, que l'armée russe envahit de manière massive l'Ukraine? Est-ce qu'une médiation est encore possible? Et quels seraient les termes de cette médiation?
Laurence, c'est très difficile d'imaginer une médiation dans une situation pareille. Mais mettons en théorie qu'il y ait un cessez-le-feu ou bien une volonté de cesser le feu et que la médiation soit à ce sujet. C'est une possibilité. Il y a d'autres possibilités, évidemment. Il y a l'ONU, il y a d'autres pays. Mais encore une fois, Israël ne fait pas partie ni d'un antagoniste, ni de l'autre. Nous ne sommes ni avec la Russie, ni avec les États-Unis et l'Europe. Nous sommes dans une position, de ce point de vue-là, un peu étrange, dirais-je. Oui. Un peu étrange, dirais-je. Car nous avons cette alliance avec les États-Unis et des excellentes relations avec les pays européens, une grande amitié avec l'Ukraine, de bonnes relations avec les Russes. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se vanter d'une position pareille. Alors justement, Avi Pazner, parlons de cette position délicate d'Israël face à cette invasion russe en Ukraine. On a entendu cette semaine d'un côté le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, être très clair dans sa condamnation de cette invasion russe en Ukraine, et un Naftali Bennett beaucoup plus tiède, beaucoup plus timide, qui n'a pas clairement condamné l'invasion russe en Ukraine. Est-ce que ces deux voix dissonantes, est-ce que c'est une stratégie des autorités israéliennes de vouloir ménager un peu la Russie en se partageant les rôles? On notera quand même que la Russie a convoqué l'ambassadeur Alexander Ben-Zvi pour parler justement de cette condamnation d'Israël suite aux propos, je pense, de Yair Lapid. Oui, c'est dommage qu'elle ne l'a pas convoqué après la déclaration de Bennett pour le féliciter. Mais vous dites deux voix dissonantes. C'est une question. C'est possible qu'elle ne soit pas dissonante. Vous pensez que c'est une stratégie, qu'il y a une complémentarité, qu'ils en sont repartis? Laurence, pour vous dire la vérité, je n'ai pas d'information que c'est une stratégie. Mais à moi, en tant qu'ancien diplomate, comme vous dites, ça me paraît une très bonne idée. Je me rappelle qu'il y avait un temps où des gouvernements israéliens se partageaient les rôles. Et entre Rabin et Peres, par exemple, Shamir et Rabin, par exemple. Oui, ils se partageaient les rôles. Et là, c'est une des possibilités qu'il faut peser, c'est-à-dire Lapid a donné voix, je voudrais dire, à l'opinion publique israélienne qui est extrêmement bouleversée par ce qui se passe en Ukraine, et aussi une voix qui dit aux États-Unis d'Amérique, voilà, regardez, nous sommes avec vous, nous sommes avec l'Europe, nous condamnons l'agression russe contre l'Ukraine. Et de l'autre côté, vous avez la voix de Bennett qui est comme si elle essayait de calmer le jeu en disant des tas de choses, mais en ne condamnant pas la Russie. Donc, moi, je prendrais en compte que ces deux personnages politiques qui ont de très bonnes relations entre eux, c'est eux qui ont construit ce nouveau gouvernement, c'est les deux architectes, Lapid surtout, mais aussi Bennett. Je pourrais penser que, oui, ils se sont parlé, ils ont dit, notre position est difficile, la position d'Israël est difficile, comme je vous l'ai expliqué, alliance avec les États-Unis,
amitié avec l'Ukraine, bonne relation avec la Russie, c'est extrêmement compliqué, eh bien, restons un peu dans le vague. Disons à tout le monde ce qu'ils veulent entendre. Alors, les Russes ont voulu entendre Bennett et les Américains ont applaudi la déclaration de Lapid. Voilà. Est-ce que c'est une dissonance? Est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Je laisse à vos auditeurs le soin d'y penser et de se faire leur opinion. Pour revenir aux objectifs et aux raisons données par Vladimir Poutine de cette invasion en Ukraine, Vladimir Poutine a parlé entre autres de dénazification de l'Ukraine. Rappelons quand même que Volodymyr Zelensky est juif. Est-ce que cette position de Vladimir Poutine est acceptable par Israël? Parler de dénazification. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que là, il n'y a pas des propos condamnables et unanimement condamnables? Non, mais ça, c'est tellement dans l'air, tellement ridicule, une accusation comme ça, que Zelensky ferait partie du néonazisme ou que l'Ukraine, le mouvement démocratique ukrainien, serait un mouvement néo-nazi. C'est ridicule. C'est de la propagande de guerre. C'est tout. C'est rien de plus. D'ailleurs, si vous lisez les propos de Zelensky ces derniers jours, vous verrez que lui aussi emploie la terminologie de la Deuxième Guerre mondiale pour expliquer les actions de la Russie en disant que la Russie a envahi l'Ukraine comme l'Allemagne nazie a envahi la Russie. Donc, les deux parties prennent des arguments de la Deuxième Guerre mondiale qui, même aujourd'hui, Laurence, après 70, 80 ans, c'est encore des sentiments extrêmement profonds dans ces pays qui ont beaucoup souffert du nazisme. Et la Russie et l'Ukraine, pays qui ont beaucoup souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont perdu des millions et des millions de soldats et de civils. Donc, quand vous employez ces arguments, ça ressonne bien. Mais il n'y a aucune vérité à décrire Zelensky ou les Ukrainiens comme des néo-nazis. Ça n'a absolument rien à voir, c'est n'importe quoi. Zelensky, c'est un juif. Son gouvernement est composé de modérés surtout. C'est un mouvement, un gouvernement qu'on pourrait dire centriste. Il n'est même pas de gauche ni de droite. Et la Russie, tout simplement, emploie des terminologies de la Deuxième Guerre mondiale pour justifier son action brutale en Ukraine. Alors, la Russie indiquait hier via son ambassade que sa coordination militaire avec Israël en Syrie allait se poursuivre, et ce malgré que Moscou ait manifesté, donc on l'a vu avec le rappel de l'ambassadeur, son mécontentement face aux déclarations israéliennes sur la crise ukrainienne. Alors, cette coordination n'est-elle quand même pas fragilisée désormais? Je ne crois pas, j'espère que non. Et encore une fois, Laurence, voilà la prudence d'Israël. Nous ne voulons pas fragiliser cette coopération. Vous savez, nous sommes comme dans le cas d'un pays qui a une frontière commune avec la Russie. Ce n'est pas le cas pour la France, par exemple, ou l'Allemagne ou les États-Unis. Nous devons nous considérer comme étant un pays limitrophe de la Russie, car la Russie est présente militairement sur notre frontière nord, en Syrie. Et donc, si nous voulons continuer nos opérations contre des objectifs iraniens ou des milices pro-chiites iraniennes, il nous faut absolument la coordination avec les Russes, qui ont une grosse présence militaire en Syrie. Et nous ne voulons pas risquer un incident avec la Russie. Et pour le moment, ça va continuer. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi, face à cette tragédie en Ukraine, Israël n'est pas plus clair dans sa condamnation, dans sa position? Vous avez là, exactement, vous avez là la réponse.
Pour nous, un problème, le problème primordial de notre sécurité maintenant, c'est que l'Iran essaie de construire une base d'agression contre Israël à partir de la Syrie. Et quand je dis base d'agression, j'entends avoir des dizaines de milliers de soldats et de milices et des missiles et toute une infrastructure militaire. L'Iran essaie de faire ça. Et quand vous entendez qu'Israël a frappé des objectifs pro-iraniens en Syrie, c'est de ça qu'il se parle. Pour nous, c'est peut-être là le danger stratégique numéro 1. Et donc, voilà l'importance de cette coordination militaire avec l'Iran qui ne peut se faire que dans le cadre d'une bonne relation. Et c'est une relation que nous voulons maintenir malgré le fait que nous ressentons une très très grande sympathie envers l'Ukraine, une grande amitié et beaucoup de pitié pour le peuple ukrainien qui souffre. Vous savez que Bennett a aussi offert de l'aide humanitaire israélienne, il y a beaucoup d'organisations israéliennes privées qui donnent de l'aide à ce pays. Et d'un autre côté, il faut qu'Israël fasse attention de ne pas détruire une coopération, une coordination militaire qui a été construite ces 6-7 dernières années et qui a eu de gros résultats et de gros succès. Est-ce que cette guerre diligentée par la Russie en Ukraine n'est pas aussi l'occasion peut-être d'un rapprochement d'Israël avec Ankara? Oui, on en a parlé, Laurence, oui. Lors d'une de nos dernières interventions. Absolument. Oui, vous savez, la Turquie s'est prononcée violemment contre l'intervention russe. Oui, absolument. Là, vous avez déjà un fond historique. La Turquie et la Russie, ce sont des ennemis depuis 500, 600 ans, depuis que les Ottomans sont arrivés en Turquie. Ils ont essayé, évidemment, il y avait un moment où ils dominaient l'Ukraine, où les Turcs dominaient l'Ukraine, vous voyez, en l'Ukraine une province turque. Donc, il y a là aussi un bas-fond historique. Et la Turquie est un des pays qui a le plus violemment pris la Russie à partie pour son invasion de l'Ukraine. Et pourquoi cela? La Turquie se sent dernièrement entourée d'ennemis et n'a pas assez d'amis. Et c'est la raison pour laquelle Erdogan a amorcé ce virage vers Israël et que c'est lui qui prend l'initiative d'améliorer les relations avec notre pays. Et je pense que oui, votre question est très pertinente. Cette invasion russe va encore plus pousser Erdogan vers une amélioration de ses relations avec Israël pour protéger son flanc nord. Il essaiera de renforcer son front sud avec des pays comme Israël, comme les Émirats, peut-être l'Arabie saoudite. Et nous verrons bien, parce que dans quelques jours, il doit y avoir la visite officielle du président Herzog à Ankara. Et nous verrons bien comment il est reçu et quels seront les résultats de cette visite. Et moi, j'espère aussi y voir une amélioration de nos relations avec la Turquie, qui est un pays extrêmement important au Moyen-Orient. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup d'avoir réagi ce matin et évoqué ce conflit, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine et la position d'Israël. À dimanche prochain pour un point diplomatique, le point diplomatique d'Avi Pazner. Belle journée à vous. Merci beaucoup, Laurent. Merci pour cette interview. Merci beaucoup.